Et bonsoir à tous les factieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans La Morale Politique, votre émission où on parle de politique avec des faits et pas de la morale. Bon, avant de vous parler de politique, je vous indique que on a commencé avec des amis à faire du jeu vidéo pour s'occuper sur Twitch, en plus des lives politiques, les lives ne s'arrêtent pas. Et on fera un peu de Baldur's Gate 3, un peu de Timberborn, un petit jeu des années 2012 que je vous présenterai bientôt, mais voilà, parenthèse fermée. Maintenant, le sommaire. On va commencer par parler de notre Prési-Roi, qui commence à réapparaître dans les médias. Il avait quasiment disparu pendant la réforme des retraites. Et là, il revient quand les... Désolé, il y a le chien qui m'embête un peu. Et il revient quand les fourches ne sont pas pour lui, mais pour les macarons premiers. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Salut, Zoxycopathe. Là, vu que les fourches sont pas pour lui, mais contre les forces de l'ordre, il a décidé de revenir et de se dire peut-être que je peux faire parler de moi, ça ira. Ensuite, on va... Tagazok, à toi. Et guérison sur ton peuple. On va faire une rubrique assez conséquente sur les conséquences des manifs. Qu'est-ce qui s'en est suivi, comment ça s'organise maintenant, puisqu'elles sont en train de décroître, donc on va moins parler d'elles, il y a moins de jolis trucs à voir, et puis la censure des réseaux a pas mal aidé. Et on va regarder là vraiment ce qu'on peut voir comme conséquences réelles à ces émeutes. Notamment les jugements en comparution immédiate, il y a des petits résultats. On va parler de l'efficacité des luttes, puisque c'est toujours lié. Borne veut encore rencontrer les syndicats. Oui, non, mais les syndicats veulent plus l'avoir en général. On va donc efficacité des luttes, comment certains de nos politiciens ont pu réagir à ces émeutes, comment ils sont en train de se tirer dans les pattes, mais puissance 10 000, surtout à gauche. Petite séance équilibrage pour savoir à quel point on va avoir des nouvelles réglementations qui vont bien évidemment aller dans notre sens, on le sait tous. Avec une partie sur l'Assemblée nationale de la honte, là vous allez apprécier. Et on finira sur des petites informations qui ont leur importance mais qui passent un tout petit peu trop discrètement par rapport à l'énorme battage médiatique qui est autour des émeutes. Ouais, exactement. Maintenant que le sommaire est fait, vous prenez un oreiller pour hurler dedans, un seau à vomi si vous êtes sensible, la vaseline si vous avez ou si vous êtes comme notre ami Zoxycopathe. Et c'est parti pour l'émission. On commence par quelque chose de très, très drôle. Macron qui se fait moquer en Pologne. Parce que, le générique un jour. Macron qui se fait moquer en Pologne, parce que le Premier ministre polonais avait fait un clip pour vanter les mérites d'un pays sans immigration. Maintenant, c'est les internautes polonais qui ont décidé de se payer la gueule de notre Prési-Roi. Voilà le genre de mème qui circule en Pologne. Sac bleu, cela prendra des années à reconstruire l'Ukraine. Monsieur le Président, on est encore au-dessus de Paris. L'humour ukrainien, l'humour polonais. Je peux pas leur donner tort, Je peux pas leur donner tort. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait notre Prési-Roi? Parce que là, c'est pas lui qui a parlé directement, mais il a agi. Il est allé directement au contact des policiers. Voilà. Emmanuel Macron et Gérald Darmanin rendent actuellement visite à des policiers dans le nord de Paris. C'est normal. Il avait lâché le policier qui a tiré et qui est à l'origine des émeutes. Il avait fait, oui, il faut qu'il soit condamné. Il avait lâché directement, même pas de présomption d'innocence ou quoi que ce soit. Et il devait se dire, ouais, c'est bon, si je fais ça, ça va calmer, ça va pas partir n'importe comment. Bon, c'est parti n'importe comment, donc il veut s'assurer que ses troupes ne lui fassent pas défaut lorsqu'il y aura besoin. Là, il y avait besoin des forces de l'ordre, donc il s'est assuré quand même qu'ils allaient pas, enfin lui et le gouvernement allaient pas se faire lâcher.
c'est à peu près logique, mais ça montre que il n'a pas de colonne vertébrale dans son action politique. Il a juste de l'opportunisme. Ça, c'est mais utile, ça, c'est mais utile. Alors, est-ce que j'ai vu la vidéo pour oser parler de présomption? Non, je respecte la loi. Tant qu'il n'est pas condamné, il n'est pas officiellement coupable. Et comme ni toi ni moi ne sommes juges, eh ben on fait avec. Moi, je suis très dans les termes. Et puis surtout, j'ai pas envie de me prendre une plainte pour diffamation. Il y en a déjà suffisamment qui volent. On va voir ça bientôt, hein, t'inquiète pas. Eh oui, oui, oui. Les plaintes pour diffamation, c'est comme les emmerdes, ça vole par escadrille en ce moment. On a un autre petit truc qui vient de sa part, une petite déclaration. Emmanuel Macron concernant les émeutes. Il faudrait que la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles. Bon, soufflé par son garde des Sceaux qui a fait la même déclaration quelques jours avant, hein, mais le problème de cette idée, c'est qu'elle est inapplicable pour plein de raisons. Parce que soit les casseurs sont majeurs et donc résultat, on ne peut pas être tenu coupable pour la faute de quelqu'un dans notre famille, sinon il faudrait mettre vraiment toute la classe politique derrière les barreaux. Soit les casseurs sont mineurs et si on enlève les allocations des familles qui sont déjà précarisées, on va juste augmenter la perméabilité de ces familles avec l'illégalité. La criminalité, tout ça, on sait que au plus vous avez des populations qui sont précaires, au plus elles se tournent vers des solutions non légales pour assurer leur survie. C'est le principe de n'importe quel être humain. Juppé, ouais, non, mais eux, si seulement on pouvait mettre pas mal de ces gens en prison, ce serait pas mal. Ce serait génial. Ce serait extraordinaire des fois. Et puis Pécresse, il y a un petit truc sur son mari qui devrait pas tarder à arriver, mais on en parlera bientôt. Mais donc voilà, si on est en mode, on va enlever les allocations en famille, on va sanctionner financièrement les familles sur les casseurs mineurs, on ne fait que que faire une solution dont les conséquences sont plus néfastes que bénéfiques, ce qui fait que ça devient une menace vaine, hein. C'est un peu comme l'arme nucléaire. C'est une arme de non-emploi. Elle est menaçante, mais si vous l'utilisez, la solution est pire que le reste. Enfin, ne pas l'utiliser. Donc cette solution-là, si vous l'utilisez, eh ben, les conséquences à moyen long terme seront encore pires que laisser des allocations. Donc c'est inapplicable, même si c'est carotte, bâton, etc. et qu'il faut menacer, il faut que les gens aient des intérêts à suivre la loi. Il faut que quand vous appliquez la loi, que vous ne créez pas encore pire que ce que vous cherchiez à bloquer. Et on va effectivement créer encore plus de haine, tu as raison, Zoxycopathe. Et là, évidemment, puisqu'on parle de conséquences, jugements, tout ça, eh ben, passons sur la rubrique des conséquences des manifs et donc des jugements. Parce que dans tout ce qui est réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui ont commencé à dire qu'ils étaient dans les comparutions immédiates en tant que tu peux assister à un jugement la plupart du temps et dire en fait qui a été condamné, pourquoi, dans quelles conditions, quel motif. On a vu énormément de condamnations extrêmement lourdes pour pas grand-chose. Il y a quelques jours, j'annonçais aux pilleurs qu'ils seraient vite réveillés par des hommes en bleu. Comparution immédiate à Marseille aujourd'hui. Intrusion au magasin, ce n'est pas sans vol, 4 mois ferme. Vol Monoprix, 1 an ferme. Vol Hugo Boss, 10 mois ferme. Recette de vêtements, 1 an ferme. Intrusion au magasin Monoprix, 10 mois ferme. Vol fromage et lunettes Monoprix, 1 an ferme. Voilà.
c'est énorme. C'est simple, il y a des témoignages, comme vous pouvez... Là, je vais pas tout lire, c'est beaucoup plus long, mais c'est des choses qu'on n'a pas vues en termes de dureté de condamnation depuis extrêmement longtemps. Il y a probablement plusieurs explications à ça. Mais voilà, c'est des gens qui sont donc de 22 à 37 ans, qui sont parfois parents, qui ont du travail, ou des fois pour les plus jeunes qui sont au lycée. C'est pas non plus des gens qui sont désociabilisés hors de la société à profiter des aides, comme pourraient le dire certains. C'est des gens qui sont intégrés dans la société. Et ils se sont retrouvés avec, des fois, ils étaient sur les lieux du crime, et, et parfois les mains vides, c'est juste le fait d'être passé dans un lieu détruit qui a pu les faire être condamnés. Donc là, la liste que vous avez vue avant, c'est une liste différente de cette liste-là. Donc il y a eu des jugements assez, enfin, 2-3 jours d'affilée en comparution immédiate. Ils ont fait aussi des comparutions immédiates le dimanche, ce qui normalement, il n'y en a pas. Mais là, de manière exceptionnelle, ils ont fait en sorte de foncer un peu et d'en juger le plus possible. Et on ne parle même pas de ceux qui ont fait l'erreur absolue de se retrouver avec leur visage sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de vidéos qui existent où on voit les gens pas masqués, etc., enfin très visibles sur les réseaux sociaux. Eux, effectivement, ils vont aller se faire récupérer chez eux au bout d'un moment. Et il y a aussi ceux qui, encore plus intelligents, se poster avec ce qu'ils avaient récupéré, en disant ce qu'ils avaient récupéré, où ils l'avaient récupéré, et à partir de là, la police, elle va arriver à faire « Ah, on sait où aller. On sait qui c'est, on sait qui a posté la vidéo, on sait où aller, ils se cachent même pas. Ils vont se faire surprendre au saut du lit à 6h par Gilbert, et puis ça va être allez, direction comparution immédiate, vous avez volé ça, 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 et puis ça va pas bien se passer. » Et on voit donc dans le résultat des jugements que c'est pas... Parfois, vous le voyez, je crois que c'est dans celui-là ou dans celui d'avant, il y a des gens qui n'arrivent pas à compatir. Tu vois, c'est là où, pour des gens qui prendraient de la nourriture, je serais en mode, s'ils n'ont pas les moyens s'ils n'ont pas les moyens de se nourrir tous les jours, etc., qu'ils ont besoin d'aller voler, je peux imaginer si effectivement c'est des gens qui sont allés voler des ventilateurs. Je crois que c'était des ventilateurs, j'avais vu, enfin des trucs complètement débiles. Bah oui, ils ont brisé des darties, des choses comme ça, et qui se filment avec ça. T'es en mode, bon le juge il va taper très fort, hein, c'est con, t'as donné toi-même les preuves. Et en plus ça va être vol, recel, puisque si jamais le mec dit dans la vidéo il y a ça à vendre, ouais, la connerie, on a du mal. Les peines disproportionnées, elles y sont tout à fait, on est d'accord. Et on peut se demander pourquoi elles sont si dures, les peines. Moi, j'ai plusieurs hypothèses. Premièrement, ça peut donner l'illusion d'efficacité après enfin, c'était un fiasco, le maintien de l'ordre. On a vu que les forces de l'ordre n'arrivaient pas à arrêter les destructions, y compris dans les villes, au cœur de Marseille, etc. Que là, les peines ont été faites à Marseille. Même au cœur des grandes villes où, je sais pas, ils n'avaient pas trop de mal à sécuriser la zone quand Macron était sur le Vieux-Port. Là, il n'y avait aucun souci, il y avait suffisamment de forces de l'ordre. Et là, devant les émeutiers, par contre, il n'y a plus personne. Les peines disproportionnées, effectivement, ça permet de cacher un peu le truc, c'est dire on a tapé très fort, on va les envoyer en prison, on va faire en sorte que ils soient pas, enfin, ils puissent pas refaire. C'est un peu d'un côté, c'est un peu la méthode des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est la première fois qu'on est condamné. Il n'y a pas première chance, deuxième chance, troisième chance. Les Pays-Bas, la raison pour laquelle ils ont un taux d'emprisonnement aussi faible, c'est qu'ils condamnent tout de suite, mais eux, à des petites peines. Ils mettent 2 semaines, 3 semaines de prison. Et donc les gens,
ils savent ce que c'est que la prison et ils sont en mode j'ai pas envie d'y retourner. Parce que quand on est là-bas pour 2 semaines, c'est pas la même chose que pour 1 an. C'est pas les mêmes. L'habitude n'est pas mise. Ça devient quelque chose qui est vraiment effrayant à éviter. Et le taux de récidive est très bas. Là, par contre, je pense que le taux de récidive ne va pas être bas. Si, enfin, s'ils se font, si c'est des habitués à commettre des larcins, des vols, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont là d'ailleurs. Ceux dont on voit les dossiers à Marseille, c'est des gens qui normalement avaient, la plupart du temps, pas de casier. Donc eux, peut-être qu'ils feront pas de récidive. Mais des gens qui ont déjà des casiers, ça, il y en a eu ailleurs. À mon avis, eux, ça va pas aider du tout. Il y a dans les images que vous avez vues précédemment, il y a une femme qui a été condamnée. Bah, c'est simple, la femme de 22 voilà, dans cette image, la femme de 22 ans explique qu'elle est la sœur de l'homme de 27 ans tué en scooter. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé parce que la police aurait, je parle au conditionnel, mais on est à peu près dans le même cas que le tir de base, la police aurait tiré au LBD sur un mec en scooter dans le thorax et il aurait fait un arrêt cardiaque. Et il n'y avait pas que le LBD, il y avait aussi la gentillesse avec la gentillesse avec laquelle il a été arrêté par les forces de l'ordre. Vous imaginez toute la gentillesse et les délicatesses que peuvent avoir les forces de l'ordre quand il s'agit d'arrêter quelqu'un qui est tout seul et pas... enfin, c'est plus facile d'arrêter quelqu'un tout seul que tout un groupe entier. Et ils ont été d'une délicatesse absolue, on le voit sur les vidéos, je vous conseille pas de la voir. Et l'homme est décédé, 27 ans, bah... Putain, 27 ans, il était plus jeune que moi. Et visiblement, sa sœur, bah, elle est aussi en tôle. Enfin, sa sœur est en tôle. Lui, il est à la morgue et sa sœur est en tôle. Donc ça ferait la 3e victime au moins pendant ces émeutes. Il y a eu un mort en Guyane d'un tir. On ne sait pas trop d'où vient le tir. Apparemment, ce serait plutôt les émeutiers quand même. Mais lui, il était chez lui. Ça l'a atteint quand il était chez lui. Il y en a un qui est mort qui était sur un toit, un SDF qui était sur un toit et qui est mort soit d'une chute, soit parce que enfin, je crois que c'est une chute et le centre commercial était en train de brûler. Quelqu'un qui est dans le coma, enfin mort cérébrale, et donc là, ce serait même le quatrième décédé de ces émeutes. C'était moins fort que les émeutes de 2005, où là, il y avait des gens qui étaient morts, brûlés dans leur voiture, mais ça reste des morts de trop. Ensuite, donc on va avoir plus de détails sur cette affaire dans les prochaines semaines. Là, j'informe, mais on ira gratter dès que les informations seront ressorties. Autre raison pour la dureté des peines. Qui sont les parties civiles cette fois-ci? Un homme de 58 ans est jugé pour recel pour avoir ramassé des objets au sol des heures après le pillage. Les avocats des parties civiles, métropole ou enseignes de luxe comme Gobès, tiennent des propos très durs. Ils invoquent un préjudice moral qui semble assez suspect. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui vous attaque et qui a les moyens d'avoir des excellents avocats. Ah! Voilà. Salut Kuro, merci pour avoir dit que ça correspondait pas. Ouais, en fait, moi j'ai la photo ici et il y a la photo de ce côté-là pour pouvoir. Comme ça, je vois mieux ici et là-bas, c'est l'enregistrement. Et voilà, donc quand vous avez quelqu'un qui vous attaque et qui a des meilleurs avocats que vous, généralement ça se passe très mal. Et là, effectivement, on est sur quelque chose de tellement ironique. Le préjudice moral pour la métropole de Marseille, bah là il y a un préjudice, hein, mais c'est plutôt forces de l'ordre qui doivent s'adresser, c'est-à-dire pas avoir réussi à maintenir l'ordre. Et les enseignes de luxe, préjudice moral,
Ah, préjudice financier si tu veux, et encore, tu fais des millions par mois, par an. Mais préjudice moral, oh là là, tout le monde se fait attaquer. Par contre, effectivement, pourquoi ils ont attaqué spécifiquement ces enseignes, ça c'est intéressant. Et la dernière hypothèse pour comprendre la hauteur de ces peines, c'est la mauvaise réception par la population des émeutes. On en parle un peu plus tard, hein, mais si on prend en compte ça, les peines sont cohérentes. Je dis pas qu'elles sont légitimes ou illégitimes, juste cohérentes. On va en parler plus tard du côté la population a mal reçu les émeutes. Ensuite, on va parler d'une autre conséquence des manifs qui a été renforcée dans l'opinion grâce à ces manifs. Bon là, c'est assez simple, hein. La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Marine Le Pen est la personnalité politique qui sort la moins affaiblie des révoltes qui traversent le pays. 39% des Français se disent satisfaits par son attitude devant Emmanuel Macron, 33%, et Jean-Luc Mélenchon, 20%. Voilà, quand je disais la réception des émeutes par la population, ça donne ça. Ça donne une Marine Le Pen qui arrive et qui fait bon, allez, bah, je prends des points en plus en disant qu'il faut être extrêmement dur. C'était à attendre, hein, et puis surtout, ils n'ont pas essayé d'être super intelligents de l'autre côté, enfin, ses concurrents. On en a une qui a fait, mais vraiment, vraiment des miracles en termes de déclaration nulle. Je l'ai même pas mis plus tard. Là, c'était tellement cliché que je pouvais pas la garder pour plus tard. Émeute pour Valérie Pécresse, il faut pourrir les vacances des casseurs. Et donc, la petite réflexion de Dave Sheck. Quelles vacances? Et les bourges, vraiment, ils sont trop déconnectés, c'est scandaleux. Ça se serait passé en janvier, elle aurait fait un discours pour dire qu'il faut priver les casseurs de ski. Non, non, mais Valoche la fantoche qui essaie de dire ouais, il faut leur pourrir les vacances. Mais ils ont pas de vacances, ils ont pas les moyens. La plupart des Français pourront pas partir en vacances. Mais ça, on en parle plus tard aussi. Mais, enfin, comment vous voulez que ceux qui arrivent à sortir le moins de conneries, notamment, enfin, le RN, ils essaient de faire en sorte d'être le plus crédible possible et donc de sortir les trucs bon, qui vont dans leur sens, c'est normal, ils parlent leur électorat, mais ils essaient d'être les plus crédibles possibles, et en face, vous avez une Valérie Pécresse ou des Aurore Berger, des machins, qui sortent des énormités, et on s'étonne que le RN, qui est dans sa stratégie de crédibilisation, bah, il soit de plus en plus crédible pour les votants, enfin pour les sondés, là. Pécresse, là, la Chiappa de droite, mais parce que Chiappa, elle est pas de droite. Non, sur les questions sérieuses, hein, le gouvernement Macron, tu le classes à gauche. Après, voilà, hein, tu peux argumenter en commentaire, mais et puis ceux qui regarderont la vidéo en replay, n'hésitez pas à argumenter en commentaire. Est-ce que le gouvernement Macron est de gauche ou de droite, hein, un peu à la Usul, gauche ou droite? Et Marlène Schiappa plus spécifiquement, est-ce qu'elle est de gauche ou de droite? Et on en parlera plus tard de Marlène aussi, ça va être drôle. On va finir sur la partie des conséquences directes des émeutes, avant de passer à tout ce qui a entouré ça. Mais conséquences des émeutes, la cagnotte ouverte par Jean Messia pour aider la famille du policier, qui avait donc atteint 1,6 million d'euros. Eh ben, elle a été clôturée. Pourquoi elle a été clôturée? Entre autres parce que Jean Messia a reçu une petite plainte pour association de escroquerie en bande organisée, pardon. J'allais dire une connerie, escroquerie en bande organisée, de la famille de la part de la famille de la victime, enfin de Naël.
À vos souhaits, très cher. Derrière, Jean Messia, qui est pas le plus, comment dire, le plus docile des politiques, a annoncé que, en fait, il allait porter plainte pour diffamation et escroquerie en... Non, va pas éteindre la multiprise, toi. Escroquerie en bande organisée et recel d'escroquerie, ouais. Mais Jean Messia a annoncé qu'il allait répondre par une plainte pour... est-ce qu'il faut hurler de rire? Parce que c'est pas non plus... enfin, j'ai vu pas mal de menaces de plainte de la part de la famille de Naël. Il y a des trucs qui vont jamais passer. Là, par contre, arriver et dire escroquerie en bande organisée, recel d'escroquerie, va falloir bien plaider au tribunal pour que ce soit recevable. Vraiment. Et lui, il a dit, allez, porter plainte pour diffamation. Et si la plainte est déboutée, c'est un peu ça. C'est pas forcément très recevable, mais ça pourrait l'être. Et ce qui va pousser un peu certaines personnes qui ont donné à aller porter plainte pour cette raison-là, c'est que il y a des donateurs dont l'identité a été dévoilée publiquement. Il y a des gens qui sont allés fouiller un peu dans les lignes de code, dans les trucs comme ça, dans les bases de données. Et ils sont allés dire telle personne à tel endroit a voté, enfin a donné tant au truc, n'allez pas le voir, ou enfin, il y avait des médecins, des machins. C'est soit n'allez pas le voir, soit allez le voir et allez lui expliquer qu'il faut pas faire ça. Et il faut pas aller menacer les gens en fait. C'est pas une bonne idée. Après, est-ce qu'ils avaient raison de donner ou pas? Ça, c'est pas la question. La question, c'est comment dire? L'intérêt de faire ça est très limité pour une raison toute con. Si vous actez cette solution contre le camp d'en face, que vous trouvez que c'est une bonne chose que ça a été fait, si vous actez cette solution contre le camp d'en face, ne vous étonnez pas si le camp d'en face essaie de faire la même chose. Et je dirais même plus, n'essayez même pas de vous en plaindre, parce que peu importe les raisons que vous trouvez justifiables pour le faire, c'est pas à vous de le... C'est pas déjà, le doxing, c'est interdit. Et enfin, le fait de révéler des informations, il faut que j'arrête d'utiliser les anglicismes, mais le fait de révéler des informations sur la vie privée des gens, c'est interdit et vous pouvez aller en tôle pour ça. Si la personne se fait attaquer, il y a circonstances aggravantes. Et imaginez-vous juste que de l'autre côté, ça se fasse. Imaginez que les grands, enfin, que les militants, les machins, tout le monde dans votre camp politique ou autre, on leur dise ouais, mais en fait, ils habitent là, à tel endroit, ils font ça, ils bossent pour telle société, et on va aller leur rendre une petite visite. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Peu importe les raisons, il y a d'autres choses à faire en fait. Faire ça, c'est à la limite du contre-productif parce que tu vas te prendre une plainte dans la gueule et qui sera pas forcément volée. On va passer sur la rubrique de l'efficacité des luttes. On commence par une bonne initiative. Hein. Il y en avait une, fallait la souligner et c'est assez bien. C'est un conseiller municipal qui a décidé d'accompagner les jeunes de sa ville, enfin d'une cité dans sa ville, pour faire le tampon entre lui et les forces de l'ordre le soir. Parce qu'il y a le côté, les forces de l'ordre passent dans les cités, même celles qui sont calmes, et font monter un peu la tension. On lui a dit ça, il a fait bon, je vais venir pour voir comment ça va se passer. Et donc, résultat, il décrit dans son fil Twitter pour montrer qu'est-ce qu'il a entendu à la base, comment ça s'est passé, à quel moment c'est monté très, très fort en tension, et comment le fait qu'il soit là, en qualité d'élu, donc de conseiller municipal, comment le fait qu'il soit là a pu faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, donc il décrit à quelle heure il y est allé, comment ça se passe, comment il a su que les policiers arrivaient. Et
Et il décrit l'ambiance. J'aurais pas aimé être dans le groupe, je vous avoue, hein. C'est pas franchement rassurant. Ah, attendez, ça a pas passé de ce côté-là. Voilà. Donc, un jeune qui parle quasiment de peloton d'exécution pour décrire la situation. Ça donne un peu une idée de à quel point c'était rassurant l'entrevue entre les forces de l'ordre et les jeunes. Et il finit sur l'injonction à ses collègues élus. Dans ces situations-là, soyez présents pour vos administrés. Allez dans les endroits où ça se passe mal avec les forces de l'ordre à certaines heures et essayez d'arranger un peu la situation quand vous voyez que c'est pas justifié d'être aussi fort. Parce que effectivement, s'il y a des jeunes qui sont là, juste devant chez eux, qui ont rien fait, pourquoi aller leur chercher des crosses? Ça sert juste à monter le ressentiment, à monter les enfin, ça sert à faire, comment dire? À mettre de la tension là où il y en avait pas et où il y a pas besoin d'en avoir. Heu, Derrière, on va parler de certaines personnes, que, comment dire? J'apprécie pas. On va essayer d'être gentil quand même. On va essayer. On va parler du Parti des indigènes de la République, qui ont essayé de faire de la récupération de termes. Il n'essaie même plus de se cacher. Dans le cadre politique, l'expression divine surprise emprunte directement au vocabulaire maurassien, quand Charlot mentionnait l'accession de Pétain au pouvoir. Parce que le Parti des indigènes de la République ont qualifié de divine surprise le soulèvement. Est-ce que tu peux arrêter? Le soulèvement, comment ils disent? La question raciale, donc soulèvement de la jeunesse indigène. Voilà. Bon, déjà, on va remettre quelque chose de très clair. Il y a il y a une fraude et une récupération. La récupération, c'est l'expression divine surprise. Et la fraude, c'est le fait de qualifier d'indigènes, puisque pour eux, les indigènes, c'est les gens comme eux qui sont les descendants des tirailleurs indigènes ou autres. Mais les indigènes de la République, théoriquement, c'est ceux qui sont originaires de l'endroit, du pays, de ce que vous voulez. Eux, ils se revendiquent d'être pas originaires d'ici. C'est un peu leur truc. Donc résultat, ce ne sont pas des indigènes de la République. Mais le parti des exogènes de la République, ça vendait moins. Donc forcément, les récupérations se passent relativement mal, hein. En autre récupération politique, enfin pas récupération, mais en autre truc un peu clivant, un peu moins que le pire, mais quand même pas mal. On a monsieur Anas Kazib qui a décidé de faire une vidéo pour dire que tous les partis de reconquête à LFI ont appelé à se mobiliser contre les quartiers. Bon, alors, vraiment, on va être très honnête. Reconquête, oui, il n'y a pas de souci. Ils ont appelé à faire contre les quartiers. Ils appellent même maintenant un bouclier migratoire. Il n'y a pas de souci. C'est contre les émeutes. Ils ciblent bien les personnes en disant qu'ils sont originaires d'ailleurs. On va pas se le cacher. LR, ils ont fait le même genre de sortie. On a Bruno Retailleau qui a fait une sortie dans ce style-là. On en a une autre, je crois que c'est une sénatrice qui a fait aussi comment dire, des petits appels du pied à l'électorat d'extrême droite. Il n'y a pas de souci, ils ont fait barrage. Renaissance et tous les autres traîtres qui ont rejoint Macron.
Oui, ils sont dans le côté anti-émeute parce que c'est contre le pouvoir. Le PCF, par l'intermédiaire de Roussel, a dit qu'il était contre les violences, notamment contre le. Enfin, il voulait appeler au calme, et il y a bisbille entre le PCF et LFI. Et LFI, par contre, a juste dit ouais, éviter de brûler. Enfin, Mélenchon surtout a dit éviter de brûler les médiathèques, les machins, les trucs. Mais LFI, c'est vraiment situé du côté cette violence est légitime. Cette violence doit être comprise, cette violence doit être écoutée. Ils n'ont pas appelé contre les quartiers. Donc là, on a juste un responsable politique, M. Kazip, qui arrive et qui essaie de récupérer un maximum d'adhérents, en fait. Un maximum d'adhérents, un maximum de futurs votants. Il essaie de faire son blé, mais sur le dos de son principal concurrent, sur LFI, parce que c'est LFI qui a le plus gros de cet électorat-là, on va dire. Et tout ça en propageant une fake news, puisque LFI n'a jamais... Enfin, LFI s'est quand même beaucoup situé plutôt du côté des casseurs que du côté des anti-casseurs. C'est là où il y a une bisbille entre le PCF et LFI en ce moment. Et c'est totalement malhonnête d'arriver et de dire ah ouais, non, mais LFI, ils étaient contre les cités parce que c'est des Nords et des... Non, absolument pas. Absolument pas, c'est très malhonnête de faire ça. La convergence des luttes, c'est quand même pas pour demain. C'est d'ailleurs tellement pas pour demain, on sort un tout petit peu du sujet, c'est tellement pas pour demain que politiquement, au sénatorial, ils ont abandonné l'idée de faire des listes NUPES et ils vont tous y aller en ordre dispersé de bataille, ce qui fait que la gauche va encore se ramasser dans une élection et donc encore perdre du pouvoir. Je les sens très très mal partis, la gauche, là, en ce moment. Et puis ça aide pas à être crédible. Sur l'inefficacité des luttes, on va parler des termes qui sont employés. Parce que je parle souvent ici de l'utilité de bien définir extrême droite, facho, raciste, de l'utiliser de manière mesurée pour ne pas faire perdre l'importance et l'impactance des termes. Mais il y a un petit travers qui existe, donc aussi bien à gauche qu'à droite, mais à droite, c'est pour des raisons idéologiques. À gauche, c'est par débilité. Il n'y a pas d'autre mot, pas d'autre raison. Et Anas Kazib le fait aussi. C'est d'utiliser noir et arabe à tout bout de champ. À droite, c'est leur fonds de commerce. C'est normal, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Je suis pas sûr. Mais c'est dans leur logique. C'est pas étonnant. À gauche, comment dire? Ça énerve déjà pas mal. Ah oui, le bouclier anti-émeute. Ouais, le bouclier migratoire dont je parlais. À gauche, c'est très simple. En France, mais pour le député LFI David Guiraud, il restera toujours un jeune arabe. Pas un Français, même pas un Français de papier. Même ce statut humiliant, LFI trouve que c'est trop bien pour nous. Nous resterons pour eux des Français. Nous sommes leur bout de gras, leur assurance vie en politique. Nous maintenir dans notre condition d'éternel colonisé de la République, c'est ce qui permet à LFI d'exister. Et oui, parce qu'en fait, utiliser ces termes à tout bout de champ, ça fait... Comment dire? La droite creuse un peu le fossé pour des raisons idéologiques, mais de l'autre côté, en fait, il y a la gauche qui creuse aussi le fossé entre les personnes d'origine extra-française et les indigènes français. Puisqu'on va utiliser certains termes. Et donc, résultat, les séparer comme ça, sémantiquement, en continu, c'est effectivement ce qui va perpétrer le fait que les cités et le reste de la population soient séparés. Ça aide comment dire? S'il y a des gens qui réfutent cette analyse, dans ce cas-là, ils sont obligés de réfuter le fait que si le masculin l'emporte sur le féminin,
ça perpétue des oppressions et tout ce genre de trucs. Si le langage définit la pensée, le fait de dire noir et arabe pour séparer du reste de la population, eh ben, ça fait le même effet. Et donc, résultat, l'utiliser autant à droite, c'est dans leur logique, pas que ce soit normal ou non, hein, je suis toujours pas ici pour juger, mais si ils le font à gauche, c'est une erreur. Ou c'est à dessein pour profiter de la situation et récupérer des voix derrière. Je vois pas pas tellement d'autres explications. Entre débilité et récupération politique, ouais, dans les deux cas. Il y avait comment dire, un commentaire d'ailleurs qui m'a touché. C'est passé là, c'est pas passé là. Les Blancs qui cassent tout pendant 1 an et demi, c'est un mouvement de résistance. Mais des Noirs et des Arabes qui font ça 2 soirs d'affilée, on doit les envoyer au bûcher. Je vais pas faire de commentaires sur l'image que la personne a postée et l'intelligence de ce qu'il dit, mais ce tweet est très con. Vraiment très très con. Les gens sont pas contre une résistance, en règle générale. Les Français, c'est quand même le peuple qui adore le plus faire des manifs, des révoltes et autres depuis je sais pas combien de dizaines, de centaines d'années. Donc les gens sont pas contre une résistance. Par contre, les gens sont contre brûler le bien commun et valoriser des gens avec des casiers longs comme le bras. Pas que ce soit forcément le cas de Naël, hein, mais il y a pas mal de gens qu'on essaie on essaie de vendre comme étant des anges ou autres, qui ne l'étaient pas du tout. Et les gens donc le savent, et les gens n'ont pas envie d'avoir des héros qui ont des casiers longs comme le bras. Les héros, ça chute vite, hein, ou les martyrs, ça chute vite parfois. Le principe d'un martyr ou d'un héros, c'est qu'il doit être absolument blanc comme neige. S'il a un casier long comme le bras, ça marche pas. S'il il était déjà connu défavorablement, avec il a déjà essayé d'écraser des personnes volant d'une voiture, mettons, bah ça marche pas. Les gens n'adhèrent pas. Parce que eux, ils n'ont pas envie de se faire renverser et la plupart d'entre eux n'ont pas renversé des gens. Donc ils n'adhèrent pas. Et comment dire, qu'on me dise pas que je dis oui, il faut rien casser. J'ai déjà acté dans cette émission que détruire certaines choses, certains locaux, certains centres de pouvoir, ça faisait sens dans un cadre de lutte. Je suis pas en train de dire on doit absolument rien casser ou on doit absolument tout casser, puisque moi je ne dis pas il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça, j'analyse la chose. Mais c'est compréhensible dans un cadre de lutte d'attaquer une mairie. Pas que je valide ou que je valide pas, mais on comprend la logique dans un cadre de lutte. Je dirais même, en allant tout au bout du processus de pensée, que piller des magasins de sport qui vendent à 90 ou 100 balles des maillots de foot, ou piller des cosmétiques, ou piller des magasins de luxe comme Hugo Boss, ça peut faire sens parce que on vomit à ces populations de la pub pour des choses qui peuvent pas se payer. Ça engendre une frustration. Et donc logiquement, oui, je peux comprendre qu'il y en ait qui aient envie de casser ces endroits-là pour pouvoir profiter de ce qu'on leur vend et qu'ils ne peuvent pas obtenir. Je comprends cette idée. Je dis pas que je valide, je dis pas que c'est une bonne chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je comprends que dans un cadre de lutte, dans un cadre de frustration, c'est une logique qui peut faire sens. Par contre, va falloir m'expliquer à quel moment la destruction des transports en commun, des écoles, des médiathèques, d'appartements, l'attaque sur des pompiers qui sont là pour sauver des vies, sur des ambulances, tout ce genre de choses, ça ne peut pas faire en sorte que les gens adhèrent au mouvement. Ça va juste faire une séparation avec le reste de la population.
Et une grande partie de la population d'ailleurs, parce que les pompiers et les ambulances, c'est quasiment des intouchables. Enfin, on peut pas les. C'est des inattaquables dans notre République, pour plein de bonnes raisons. Et vous ne pouvez pas faire en sorte comment dire, d'agglomérer les gens avec des destructions sur du bien commun et des gens qui essaient de sauver le reste de la population. C'est pour ça que ça marche pas. Et je ferai pas mon point Godwin sur qui brûlait des livres, des médiathèques, mais ça participe aussi au truc. Tout le monde se méfie des images de gens qui brûlent des bibliothèques parce qu'on sait ce qui s'est suivi dans le passé des autodafés. Voilà pour. Ah, vous êtes déjà à la suivante. Mathilde Panot qui connaît pas la loi. Ah, parce que Mathilde Panot ne connaît pas la. Ah, il faut. Ah, bah, j'aurais pas le. Je l'aurais en retard dans ce cas-là. Tant pis. Mathilde Panot qui ne connaît pas la loi. Parce qu'on avait parlé la dernière fois que il est possible pour n'importe quel citoyen d'interpeller une personne qui commettrait un délit ou un crime. On en avait parlé. C'est possible. Bon, par contre, ils doivent attendre l'arrivée des forces de l'ordre et pas aller les amener d'eux-mêmes. Ça, effectivement, c'est pas légal. Mais théoriquement, arrêter les gens, c'est autorisé. Et avec violence, ben, vous arrêtez jamais quelqu'un délicatement en réalité. Ou alors, faut que vous soyez 15 et que le mec soit seul. Mais là, ça se justifie autrement. On finit l'efficacité des luttes avec une grande abonnée à la connerie. Là, j'étais obligé. En plus, ça m'a énervé. Sandrine Rousseau. La police ne doit pas tuer, jamais. C'est un principe simple, un principe républicain. Alors, est-ce que les policiers ne peuvent pas tuer à aucun moment? On peut se poser la question, hein. Avec tout le respect que je vous dois, c'est faux. Heureusement que la police a tué au Bataclan, ça a évité un carnage bien pire encore. Ce qu'on lui demande, c'est de ne pas tirer n'importe comment, pour n'importe quoi. Et évidemment, bah, quand vous avez quelqu'un qui est une menace, comment dire, qui est une menace pour la sécurité et la vie d'autres personnes, la solution non violente, ben, on aimerait bien que ce soit possible, mais c'est pas forcément possible. Que c'est pas efficace. Pour tous ceux donc, qui ont connu des gens au Bataclan, à Nice et dans pas mal d'autres cas, la neutralisation de la menace, ça a permis de sauver des vies. Moi, j'ai des gens qui ont failli passer sous le camion à Nice. Ça, j'ai probablement pas perdu ces gens-là ce jour-là parce qu'ils ont pas hésité à tirer et à sauver donc encore plus de gens. Il y a déjà eu suffisamment de morts pour pas en rajouter. Pour le Bataclan d'ailleurs, puisque là, le sujet du Bataclan avait été évoqué, l'assaut final, enfin l'assaut sur le Bataclan par les forces de l'ordre a été retardé parce qu'ils étaient en train de se tirer la bourre entre la préfecture, les machins, les trucs, pour savoir qui allait pouvoir donner l'ordre d'assaut. Et les forces de l'ordre ont entendu bah, ce qui se passait à l'intérieur. Ils étaient en mode, à chaque seconde qu'on perd, on perd des gens. Donc, non seulement là, le fait de tirer était absolument nécessaire, parce qu'ils étaient surarmés, et Coach Moustique. Et donc, c'était absolument nécessaire de tirer, et le plus tôt possible pour sauver le maximum de gens. Des fois, c'est nécessaire de tuer pour sauver. C'est des cas extrêmement particuliers, hein. Mais le fait d'être absolu dans on ne peut pas faire ça, on ne doit pas faire ça, ça exclut toutes les situations ben, un peu grises, un peu sombres, où ben, c'est pas aussi simple. On aimerait que ce soit aussi simple, hein. On en revient à la réponse adéquate. Oui, évidemment.
on en revient à la réponse adéquate. Mais le côté absolu, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas tuer, ben oui, dans l'idéal, oui, c'est ce qui est attendu. Dans la réalité, ben, il y a toujours une situation où c'est pas aussi simple. On va passer à la rubrique suivante, la rubrique, mise à niveau, enfin équilibrage des luttes. Et je vous ai un peu on n'abat pas un gamin pour un refus d'obtempérer en présence de terroristes, full auto please. Ah ouais, mais si ton gamin, il est au volant d'une voiture, qui a déjà failli écraser 2 personnes et qu'il s'arrête pas. Alors je suis pas effectivement l'abattre, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en plus la voiture est partie n'importe comment, elle aurait pu blesser quelqu'un d'autre derrière, hein, mais tu voulais faire quoi? Laisser la voiture courir et puis, qui risque de faucher encore quelqu'un parce qu'il y en avait déjà 2 qu'il avait failli, tuer avant? De toute façon, de ce côté-là, on attendra le jugement pour savoir ce que décide la justice. C'est censé être elle qui comment dire? Qui nous dit, ce qui est possible de faire ou pas dans notre pays. Et puis, en plus, on voit qu'elle est pas forcément très, laxiste, en ce moment-là, en ce moment, donc possiblement, il sera condamné, tu auras, tout à fait raison et l'article 435 L, enfin de du code, enfin l'article, 435, qui, dit que les policiers peuvent faire, usage de leurs armes, aura une nouvelle, est-ce qu'il s'en sortira juste avec une tape dans la main? Bah, on va voir quand est-ce qu'il sera jugé. Enfin, quand il sera jugé, pas quand est-ce désolé. On va voir quand il sera jugé. On on espère, tous qu'il y ait, quelque chose qui se passe, au moins que ce jugement se passe, et soit qu'il y ait quelque chose qui en découle. Et par contre, effectivement, sur ceux qui défendent qu'il aurait dû faire ça et ceux qui défendent qu'il n'avait pas à faire ça, il y aura un camp qui sera déçu. Et on verra à ce moment-là. Et peut-être une autre proposition de loi qui va, permettre ou non de faire certaines choses, selon qui a gagné, qui a perdu. Et peut-être que cette proposition de loi sera votée ou refusée. Là, on verra à ce moment-là parce que je pense que je ferai toujours des émissions. Bon, perso, j'en doute car sinon les émeutes de 2005, c'est quelque chose où, ben, rien n'a été fait ensuite. Ils ont fait des grandes annonces, des grands trucs, mais rien n'a été fait. Voire même la situation s'est empirée parce qu'il y a plein de gens qui ont profité de la fracture qui existait, de la fracture sociale comme disait, notre bon vieux Chirac. Plein de gens ont profité de cette fracture et ont, capitalisé à mort pour l'augmenter, pour l'augmenter, pour l'augmenter. Et dans tous les camps, politiques. Certains parce que ça leur donnait des voix de ceux qui étaient, de ce côté-là de la fracture sociale et certains parce que ceux qui, n'ont pas envie de la population qui est fracturée socialement, bah, il fallait bien y taper dessus, ça fait des voix aussi. Et donc résultat, on a laissé la situation pourrir et ce qui nous arrive aujourd'hui, ce n'est que le résultat de combien? 18 ans de pourrissement? Ah oui, il y a rien qui a été fait. Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, ils ont pas fait un grand stage de comment dire? Des grands départs, à sens unique, comme le voudrait, Reconquête. Ils ont pas fait, des, grandes, réconciliations comme, voulait l'annoncer la gauche. Ils ont juste fait: «Ah ben, on va rien y toucher». Je dis pas qu'il y a une des 2 solutions que je préfère, hein, mais ou que j'ai envie d'appliquer. Je dis juste que dans tous les cas, on n'a pas essayé de chercher une solution, on a laissé la même situation pourrir encore plus. Et donc résultat, ça va faire comme toutes les crises sociales, exploser de plus en plus fort. On compte plus de 40 de 40 entre 40 et 40. Comment ça compte plus entre 40 et 40? Années 30 et années 40?
Oui, bah ça c'est un autre genre de crise qui revient souvent. Mais de toute façon, il y a une cyclicité des luttes, une cyclicité des crises. On voit donc les crises économiques avec les gilets jaunes, avant ça Nuit debout, ensuite la réforme des retraites et oui 1980. 1980, il y avait quoi en 1980? Puisque toi tu as pu vivre ça complètement, hein, tu étais déjà vu à ce moment-là. Mais donc, en plus, là, on est vraiment sur quelque chose qui fait un peu comme les années 30-40. Le, la, la proposition n'est pas mauvaise. Il y a des problèmes sociétaux très forts avec des gens qui ont remis sur le tapis une vision racialiste, voire raciste de la France. Sauf que là, c'est en mode parce que vous êtes raciste, vous nous devez. La gauche refusait de voir la ghettoisation car elle permettait. Oui, bah, c'est pour ça que 2005 est apparu. Parce que la situation était déjà propice à l'explosion. La raison pour laquelle ça pète en 2023, c'est que la situation de 2005 était déjà propice, bah, elle a repété derrière. On a foutu la poussière sous le tapis. Et donc, années 30, on en a le côté. Le racialisme, voire le racisme. On en a les crises économiques de manière successive. On en a plein de marqueurs qui sont pas très rassurants. Et vous allez voir que il y a d'autres marqueurs qui réapparaissent et qui sont pas du tout rassurants, mais vraiment. Bah, c'est le prochain truc. Tu me permets de l'introduire en plus. On a divergé comme ça. Maintenant, on va pouvoir revenir au sujet sur l'équilibrage des luttes. Ben, parce que on a parlé de Macron au départ, mais j'avais pas tout dit. Émeute en cas de crise, Emmanuel Macron n'exclut pas de couper les réseaux sociaux. Voilà. Il veut, comment dire, en cas de problème, réseaux sociaux, oui, selon certaines zones. La liste des pays utilisant cette solution est incroyable. Hein. Plein de démocraties, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord. On va rien dire hein, pour la Chine et la Corée du Nord, il y a démocratique dans le nom, donc ça va. Hein, c'est démocratique. Ah non, c'est populaire, République populaire de Chine. Ouais, dans tous les cas, leur constitution, la Chine et la Corée du Nord, c'est dictature du prolétariat, je crois. Tout un programme. Non, pas du prolétariat, il y avait un autre terme, mais il y a quand même le mot dictature dans leur constitution, ce qui est très intéressant. Après, bon, ben, il y a des gens qui s'en inquiètent un peu, hein. Pour le président, le vrai danger actuel, c'est que les pauvres puissent communiquer entre eux. Je n'exclus pas qu'il s'agisse d'un mouvement autoritaire liberticide dont la simple évocation devrait faire honte à la République. Et si Dax utilise le je n'exclus pas, qu'on lui a reproché, c'est qu'il utilise simplement une formulation très chère à Macron. Il n'a pas utilisé le en même temps, mais il a ne l'exclut pas. Donc, laisser Le Pen père gueuler et immédiatement transformer ça en problème d'extrême droite tabou. Oui, aussi, c'était pratique. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que tu n'es jamais au courant de qui peut sortir une Le Pen tout en n'étant pas dans le camp enfin, dans le Rassemblement national. Hein. Des fois, tu peux juste avoir une Claire au petit qui te sort un truc complètement hallucinant. Enfin, maintenant, elle est plus en politique. C'est très bien. Donc là, c'est la méthode Macron. Couper les réseaux sociaux. La bonne vieille méthode à l'URSS de Staline. Hein, quand je parlais de petits trucs qui datent des années, enfin qui font penser aux années 30. On y est. Mais on a des gens qui préfèrent d'autres solutions. Le garde des Sceaux, par exemple, qui préfère la méthode Buzyn-Darmanin. Les flyers. Éric Dupond-Moretti
Dupond-Moretti a annoncé avoir rédigé un flyer à destination des parents pour leur rappeler en termes simples quelles sont leurs obligations. Ouais, ouais, c'est effectivement, ben, ils savent que les lignes de téléphone, ça sert à rien parce que personne n'appelle ou quand les gens appellent en trop grand nombre, ben, en fait, il n'y a personne derrière la ligne parce qu'ils ont plus renouvelé les budgets pour pouvoir répondre au téléphone. Ouais, les numéros verts, si vous essayez d'appeler, la moitié des numéros verts, il n'y a personne qui peut prendre les. Enfin, il n'y a plus personne derrière le fil. Ou alors vous avez un temps d'attente de je sais pas combien d'heures. C'est pratique quand vous devez avoir un numéro d'appel pour les risques de se faire agresser, ils en ont fait un de tout ça, enfin de numéro vert pour ça, et bah, en fait ça met 40 minutes avant que les gens puissent, enfin que les forces de l'ordre puissent arriver, à partir du moment où vous avez réussi à contacter le service. Autant dire que vous avez le temps de mourir 3 fois par minute. Et comment dire? On a un autre, entre les annonces, débiles de Macron et d'Éric Dupond-Moretti, c'est encore que des annonces. Même si, le problème, c'est que quand un ministre parle, ça a valeur d'acte administratif, hein, mais on a notre assemblée de la honte nationale qui a rempli son boulot. Parce que couper les réseaux, c'est quand même du Staline, mais pas encore acté. Mais là, l'Assemblée de la honte nationale a décidé que ils allaient vraiment faire un truc qui fait penser au, à l'URSS. Un vrai truc, là, un peu solide, parce que pour l'instant, c'est que des annonces. Après le Sénat, l'Assemblée nationale a adopté l'article 3 du projet de loi justice qui autorise les autorités à activer à distance les caméras et micros des téléphones ou autres appareils connectés à l'insu des personnes visées. 80 voix pour, 24 contre. Voilà. Ils étaient 104 à bosser pendant que les autres, je sais pas ce qu'ils avaient à faire, hein, plateau télé, golf, pêche, mais en tout cas, ils étaient pas là. Hein. On note évidemment que, comment dire, ironiquement, donc ceux qui ont voté pour les Républicains, groupe démocrate, groupe socialiste, non, ils ont voté contre. Groupe Horizon, donc Édouard Philippe, ils ont voté pour. Non inscrits, enfin Madame Ménard a voté pour. Et groupe Renaissance, ils ont voté pour. Groupe Rassemblement National, ils ont voté pour. C'est quand même con, c'est eux qui vont être parmi les premiers touchés. Hein, faut pas se leurrer. Le pouvoir, il va utiliser ça contre qui? Contre les siens? Non, il va utiliser ça contre ses adversaires et ses ennemis. Donc le groupe Rassemblement National et le groupe NUPES, ils vont prendre très cher très vite. Et visiblement, comme vous pouvez le voir juste en bas, sur les 75 membres de la France Insoumise et donc les 125 membres, si je ne me trompe pas, de la NUPES, il y en avait 24 qui ont voté contre, qui étaient là à faire leur boulot. Ils vont payer très très cher leur absence. Parce qu'il y a une Mamie Borne qui en a profité quand même pour les tacler sévèrement sur leur dernière prise de position par rapport aux émeutes. Et on en revient à ce qu'on disait sur Anas Kazib. Elisabeth Borne qui déclare « Vous sortez du champ républicain ». Et on a quelque chose qui est intéressant, c'est que Alexis Corbière, donc la LFI, ils ont tous poussé des cris d'orfraie en mode mais non, on ne sort pas du champ républicain, c'est machin, c'est 1930, les heures les plus sombres, tout ça. Soyons extrêmement factuels. Hein, j'ai plus d'animosité particulière envers certains partis politiques, j'en ai plus rien. Enfin, je suis là et j'analyse le truc. Je me mets plus à dire ça c'est bien, ça c'est machin, ça c'est truc. Je regarde dans les faits, dire oui, on est républicain, mais on a validé les émeutes. Ben non, à un moment, assume d'avoir un côté révolutionnaire, si tu veux.
assume-le. Par contre, effectivement, révolutionnaire et enfin, valider des violences et être républicain au sens de la Ve République, est-ce que c'est très compatible? Parce que le républicain au sens de la Première République, oui, puisqu'il y avait un article de loi qui disait quand le pouvoir devient totalitaire, l'insurrection est un droit et le plus sacré des devoirs. Évidemment, ils ont supprimé ça depuis. Mais donc résultat, arriver et dire: «Vous sortez du champ républicain dans le cadre de la Ve République», qui, n'est plus démocratique, enfin qui est une démocratie défaillante. Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu dois dire: «Non, je suis dans le cadre de la démocratie», enfin pas de la démocratie, «Je suis dans le cadre de la République». Oui, mais si le système républicain, est défaillant, dire qu'on n'y est pas dedans, c'est pas forcément le plus illogique des trucs, hein. Faut réfléchir, enfin, faut avoir une stratégie politique. Tu peux pas appeler à casser ou valider, les violences et dire: «Non, je suis républicain». À un moment, fais ton choix camarade, mais fais-le bien. Et puis, je dirais pour quelqu'un qui aime bien l'histoire de la gauche, quand la gauche commençait à avoir des côtés un peu révolutionnaires et autres, ça pouvait très, très bien se passer. Tu pourrais relire Germinal, juste au cas où. Bon, c'est un peu plus large que la gauche et la droite, mais ça peut donner des idées. Ensuite, en autre mise à niveau des luttes, hein, petits nouveaux trucs qui sont pas forcément très rassurants. Eh ben, on a la Bravem qui, enfin les voltigeurs qui font du maintien de l'ordre, directement dans les rues et le commentaire juste au-dessus que vous pouvez lire. Les Bravem pour faire régner l'ordre en ville. Qui a eu cette idée de génie? Cela va se terminer avec des émeutiers en moto. Ouais, bah, effectivement, dans le centre-ville de Strasbourg, je te conseillerais pas d'être en voiture, hein. Par contre, leur donner l'idée d'aller, faire des conneries en moto, ça peut tout à fait être un truc, auquel ils vont penser maintenant. Je crois qu'avec Strasbourg, il vaut même peut-être mieux se le faire être des émeutiers à vélo qu'à moto. Ce serait très, très ironique, très drôle à voir. Ouais, ça ferait un peu Taxi 3. On va oublier cette idée, c'est n'importe quoi, mais effectivement, donner l'idée aux émeutiers de se balader, en 2 roues, c'était pas l'idée du siècle, hein. Petite, rubrique, maintenant. Ne poussez pas, tout le monde sera condamné. On a une avancée dans l'affaire du fonds Marianne. On a Schiappa qui est dans la sauce. La commission d'enquête du Sénat pointe la responsabilité politique de Marlène Schiappa dans ce gâchis. À ses yeux, l'opération lancée par la ministre après l'assassinat de Samuel Paty est avant tout la dérive d'un coup politique. Est-ce qu'elle va être débarquée prochainement? Oh, c'est possible, mais on voit quand même pas mal que, en Macronie, ils sont capables de sauver les sbires à tout prix. Ça ferait quand même une sacrée débauche de moyens pour sauver, une telle usine à bourde, mais c'est pas impossible qu'ils essaient de ah ouais, 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 je sais pas qui a pris, ce screen, mais il donne tellement pas envie. Après là, il faut pas juger sur le physique, hein, mais là, on a quand même l'impression qu'elle prend les juges pour des cons, puisque là, je crois que c'est directement dans la salle d'audience du Sénat. Depuis qu'elle connaît Schiappa, la honte a le syndrome de l'imposteur. Oh! Ouais, exactement. Mais elle a pas honte. Elle a pas honte, effectivement. Elle ne connaît pas la honte. Elle a ce côté où elle assume, elle affirme, elle ne connaît pas la honte, j'ai l'impression. Elle est en mode quand on lui dit qu'elle a fait une bourde, elle te regarde, elle te méprise. Elle te méprise, elle fait: «Non mais c'est bon, écoutez-moi, je suis ministre,
Ah, vous allez m'écouter, elle est enfin voilà. Et on va parler d'un autre ministre qui a... Ils ont essayé de le sauver. On en a parlé la semaine dernière. On a dit qu'il y avait même un procureur qui avait été nommé spécialement à la Cour de cassation pour essayer de lui sauver les miches, mais ça n'a pas suffi. Éric Dupond-Moretti est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour des faits présumés de prise illégale d'intérêt, à la suite de plaintes d'anticorps et des principaux syndicats de magistrats. Comment ça, ministre et mannequin pour Playboy, c'est pas cohérent. Oh là là, je vous vois discuter les deux. Hein. Puis il y en a d'autres, hein, des mannequins pour Playboy qui étaient près du milieu politique. Genre Madame Le Pen. Merde. Mais chut. Oh, ces photos. Terrible. Et donc, résultat, on a aussi Dupond-Moretti qui va se retrouver devant la justice. En général, la Cour de justice de la République, c'est pas la juridiction la plus méchante du monde, hein. Mais c'est pas rassurant pour le pouvoir. La Macronie, elle est un peu en train de, je vais pas dire qu'elle va vaciller, mais elle est pas trop stable sur ses appuis, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, avec Dupond-Moretti, on l'a vu, il va probablement faire un flyer pour dire qu'il est blanc comme neige. Je pense que ça aura la même utilité que les flyers pour arrêter le Covid-19 quand même. Et on va terminer sur une dernière info un peu... Comment dire? J'aime bien les infos percutantes, les graphiques, des choses qui montrent concrètement la situation. On en a un très beau aujourd'hui. La chute de la consommation alimentaire des ménages n'a même aucun précédent dans les données mensuelles compilées par l'INSEE depuis 1980. De même pour la chute de la consommation de biens en général. Voilà. Parce que, comment dire, les émeutes, elles ont étouffé pas mal de sujets. Qui a entendu parler du 49.3 que Borne a fait passer il y a quelques jours? Qui a entendu parler Enfin, qui entend encore parler de Marlène Schiappa ou de Dupond-Moretti qui se font tacler à tous les niveaux, enfin qui se retrouvent parfois devant la justice? Qui entend parler de ça plutôt que des émeutes? Et il y a un truc qui, même si, comment dire, les journalistes ne parlent plus de l'inflation, mais c'est pas parce qu'on ne parle pas d'un sujet qui n'a pas disparu. C'est un peu comme le problème des banlieues. C'est pas parce qu'on parle pas du sujet qu'il a disparu entre 2005 et 2023. Là, l'inflation, même problème. C'est pas parce qu'on n'en parle plus en ce moment que il a disparu ou les effets se font pas sentir. Là, on voit que les consommations de plein de choses sont en train de se péter la gueule et ça va pas du tout s'améliorer. Parce que de toute façon, ils ont dit que jusqu'à la fin de l'été, il va y avoir aucune amélioration. Et si on se fie à tout ce qui peut se passer dans l'histoire, en termes économiques, ce qui va se passer après l'été, au mieux, l'inflation va arrêter d'augmenter trop fort et elle va juste augmenter un peu moins. Et donc tu as dit, Zach psychopathe, je m'inquiète pas pour Dupond-Moretti, avec la perte de l'accréditation d'anticorps, la moitié des preuves n'est plus recevable. Eh ben, on va voir. On va voir, et puis peut-être qu'ils le reprendront. Ou peut-être qu'il y a suffisamment de choses. Et puis de toute façon, il y a le syndicat des magistrats qui l'attaque, donc ça va probablement mener à quelque chose. Hein. Si tu as des magistrats qui attaquent devant la Cour de justice de la République, c'est des habitués du truc. Hein. Tu as bien compris que plaider devant un tribunal, ils ont l'habitude. Et ils peuvent valider des trucs, enfin avoir des dossiers solides. Probablement ceux qu'il faudrait pas avoir en ennemi quand il nous attaque en justice d'ailleurs. Je sais pas comment il a fait pour être aussi, je vais pas dire con, je vais dire négligent dans ce qui pouvait lui arriver.
Oh, ça va être la fin de cette émission. Comme d'habitude, si le programme vous a plu, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, à inviter vos amis à rejoindre la faction. N'hésitez pas à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler, et je vais vous retrouver le 17 pour un prochain live. Ouais, j'ai plein d'occupations d'ici là. Je ne peux pas faire de live la semaine prochaine, donc lundi 17, vous me retrouvez ici à 20h. D'ici là, prenez soin de vous et soyez factieux. Allez, ciao!